Bonjour, chers téléspectateurs de TV Liberté. Bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Et aujourd'hui, puisque c'est la rentrée qui est très proche, nous allons faire une émission studieuse avec nos économistes. Et nous allons parler d'une chose qui est à la fois simple et complexe. C'est le droit, mes chers amis, le droit. Avec Georges Lannes. Bonjour Olivier. Alors, économiste, ci-devant économiste, maître de conférence honoraire, enfin en retraite, de Paris-Dauphine, et Maximilien Lambert, bonjour, expert Olivier. Comptable, toujours en activité. Toujours en activité. Alors messieurs, le droit. Le droit, alors nos téléspectateurs vont nous dire, mais enfin, il fait venir des économistes pour parler du droit. Je ferai remarquer à nos chers amis téléspectateurs que le plus grand des économistes, un des très grands économistes, en tout cas du XXe siècle, Friedrich von Hayek, considérait que le droit avait un rôle décisif dans la question économique. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a écrit un livre qui s'appelle... Il avait été écrit en anglais, c'est mal traduit, Georges Lannes nous en dira peut-être un mot, mais « Droit, législation et liberté ». C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, autour de 3 thèmes principaux. Nous allons commencer avec le Code civil et nous irons vers les évolutions contemporaines, tout à fait fâcheuses, c'est vrai. Puis le Code de la sécurité sociale, le Code des assurances notamment. Et enfin, on verra tout ce qui relève de la monnaie et de la fraude. Nous parlerons du problème des blanchiments des capitaux, de la fiscalité, de Tracfin et autres joyeusetés que les hommes de l'État n'ont cesse de nous inventer. Alors, messieurs, nous allons commencer par quelque chose de très simple. Le droit civil, qui est une belle invention, il faut bien le dire, qui a eu le mérite de remettre un peu d'ordre dans le chaos révolutionnaire et dans l'accumulation de droits coutumiers de l'Ancien Régime. Disons que lorsqu'on rend hommage au Code civil, on ne rend pas hommage à Napoléon le Conquérant, l'empereur, mais on rend hommage aux législateurs. Et, messieurs, alors, Code civil, que faut-il en penser? Du bien? Du bien, c'est-à-dire, moi le Code civil, c'est un code que je ne pratique pas beaucoup. Non, dans l'expertise comptable, c'est pas tout à fait ça. Je pratique le Code des impôts, je pratique le Code de la sécurité sociale, je pratique... très peu, mais quand même, le code monétaire et financier. Mais le code civil, ce que je lui reprocherais, c'est d'avoir doublé ou triplé depuis son existence. Ah oui, ça c'est son révolution. Et d'être largement plus confus que ce qu'il fut du temps de son inventeur, Cambacérès. Cambacérès, oui, son scripteur. C'est tout ce que je peux en dire, mais Georges Lannes nous en dira plus. Alors, le code civil. Non, je n'en dirai pas trop plus. Le Code civil nous situe fin 18e, début 19e. Et l'intérêt que je lui trouve rétrospectivement, c'est d'avoir voulu essayer d'informer le public d'une façon, disons, abstraite, en donnant les principales lois, les principales réglementations, administratives ou autres, qu'il fallait connaître pour que tout aille bien dans le pays de France. Parce que, insistons dès à présent sur ce point, il n'y a qu'en France qu'il y a un code civil. En Angleterre, au Royaume-Uni, il n'y a pas de code civil. À cet égard, il y a cette démarche française de vouloir codifier toute chose. Tout codifier. Et on en arrivera quelques décennies plus tard à des monstres gigantesques. Code du travail, code des impôts... Au nombre desquels le droit constitutionnel, la Constitution étant par excellence, bien que le mot ne soit pas utilisé, une certaine codification. Bien sûr. Et attention, nul n'est censé ignorer la loi. Oui, et a fortiori, si elle est monstrueuse. Mais si on demande à... Moi, je faisais ce test avec mes étudiants, où se trouve consigné
la Constitution anglaise. Alors certains me répondaient Westminster, Tower Bridge, enfin, etc., etc. J'ai dit non, elle est dans la tête des Anglais. C'est une constitution coutumière. Les Français, ils ont besoin d'écrire. Est-ce que ce serait parce qu'ils ont besoin de violer les règles? Parce que la sagesse des Romains nous disait scripta manent, verba volent. Les écrits restent, les paroles volent. Mais c'est pas si vrai que ça, finalement, en ce qui concerne le droit. La mémoire est toujours présente, soit consciemment, soit inconsciemment, et on peut faire confiance à cette mémoire, surtout quand on utilise les termes actuels de mémoire collective. Alors là, pourquoi une constitution? Néanmoins, il y a la Constitution des États-Unis de 1776 qui présente par rapport à la Constitution française l'originalité de n'avoir jamais été modifié, réformé ou remplacé. Et quand on entend aujourd'hui toutes les critiques concernant certains amendements, eh bien, c'est une erreur française. Vous pensez à l'amendement sur les armes, par exemple, aux États-Unis. Voilà. C'est curieux, j'ai tout de suite pensé à cet amendement-là. Alors, mais revenons à la France. Je voudrais dire quelque chose. C'est que au niveau du droit français, on ne se limite pas au code. On a des règlements, on a des arrêtés. Pour adopter les lois, on crée des décrets d'application. Quand les lois ne plaisent pas, on oublie de faire des décrets d'application. Voilà. Donc, c'est un fouillis inextricable. Et ensuite, derrière, on a la jurisprudence qui est énorme. Et en fait, les avocats, les juristes doivent se débrouiller avec tout ce fatras, refaire une piste d'audit depuis la loi jusqu'au dernier jugement, de façon à pouvoir se faire une politique. Par la loi, ses décrets d'application... Et la jurisprudence. La jurisprudence, enfin, oui. Alors, dans ces conditions... La colonne vertébrale du Code, c'était justement de mettre à la disposition du public l'essentiel. Voilà. Justement, on laissait aux juristes le soin de s'organiser dans le fatras dont vous parlez, mais ils avaient à leur disposition cette colonne vertébrale des lois, réglementations essentielles, administratives ou autres. Donc, si je vous comprends bien, aujourd'hui, nous n'avons plus droit au droit. Ah, étant donné la confusion dans laquelle on est aujourd'hui... Je suis bien d'accord. Il y a un gros problème, d'autant plus que, même en matière fiscale, on peut appliquer les lois, les règlements, mais après, il y a l'interprétation de l'administration. C'est ça. Et l'interprétation de l'administration est souveraine. Ah oui, sinon vous êtes obligé de passer par le tribunal administratif. Bon, avec tous les aléas qui s'en suivent. Alors ça m'intéresse ça, parce que ça nous amène à une question fondamentale. Vous parliez, Georges Hollande, de droit accessible à tout le monde, dans un corpus simple, conservé dans la mémoire, concernant l'état civil, le domicile, les mariages, la vie familiale, le divorce, le patrimoine et les contrats. Non, on reparlera des contrats tout à l'heure. Mais je note qu'en France, il existe un droit dérogatoire à ce droit général, qui est le droit de l'État. C'est-à-dire que l'État n'est pas soumis aux mêmes réglementations que les simples citoyens. Cette hypostase de l'État, c'est un caractère français. La loi, c'est le roi. Oui, le roi, oui, en effet, le roi. Mais aujourd'hui, qui est la loi? Normalement, c'est le peuple qui décrète la loi par les chambres, mais bon... Mais est-ce qu'il vous paraît normal que ce droit dérogatoire aux règles auxquelles sont soumis les simples citoyens puisse perdurer au bénéfice des hommes de l'État? Alors c'est là où on peut peut-être revenir à ce que vous disiez tout à l'heure concernant Friedrich von Hayek. Le livre... Droit, législation et liberté. À quoi vous avez fait référence, oui, droit, législation et liberté, ce n'est que la traduction du titre original Law, Legislation and Liberty.
le fait est que le traducteur ou les traducteurs ont traduit l'eau par droit et ont conservé legislation en législation. Mais ça n'a pas la même signification en anglais. Exactement. En toute rigueur, il aurait fallu traduire legislation par réglementation, sous-entendu réglementation administrative ou autre réglementation. Le fondement de la démarche de Hayek, c'est de faire apparaître qu'il existe des règles de droit fondamentales que les êtres humains apprennent à connaître et qu'à côté de ces règles de droit qu'ils apprennent à connaître, qu'ils essaient d'appliquer, il y a des réglementations, à commencer par les réglementations des hommes de l'État, qui portent atteinte à ces règles fondamentales de droit. Et ces règles décidées par les hommes de l'État peuvent être qualifiées d'administratives, elles peuvent aussi être qualifiées de simples réglementations, pour autant qu'elles s'insèrent sans difficulté dans les règles de droit initiales. Ce qui veut dire, si je vous ai bien compris, que le droit préexiste à la loi. Ah, fondamentalement, dans la perspective de Hayek, c'est intéressant, ça. Les règles de droit sont fondamentales. Et dès l'instant qu'on laisse de côté ces règles de droit, eh bien, on est dans un étatisme plus ou moins forcené, pour ne pas dire un socialisme. Alors, messieurs, le temps passe vite, nous allons bientôt faire une pause, mais maintenant, je voudrais vous poser une question sur l'évolution contemporaine. Vous allez y répondre en seconde partie, mais il y a une chose qui nous frappe tous, c'est que la législation moderne ne se préoccupe pas des actes que vous commettez, s'ils sont délictueux, mon cher Georges, mais des intentions qui ont présidé et des comportements d'amont par rapport à des actes hypothétiques. Autrement dit, nous sommes aujourd'hui soumis au droit des intentions, des opinions, des comportements. C'est là où nous a conduit. Monstrueux. C'est là où nous a conduit le socialisme que la France a connu depuis grosso modo la décennie 1920. C'est 1984, George Orwell. Voilà, les comportements. Alors ça, c'est une matière sur laquelle nous allons nous étendre après la pause. Alors, chers téléspectateurs, là, nous sommes dans une partie extrêmement sensible, quoique tout à fait contemporaine, de l'évolution du droit. Le droit va maintenant sanctionner nos comportements, nos intentions, nos pensées profondes. Peut-être n'aimerait-on pas son voisin, ou telle personne a raison, je ne sais pas, de ses mœurs, de sa couleur de peau, que sais-je encore. Et nous sommes pour la République déjà coupables, n'est-ce pas? Mais c'est catastrophique, parce que, par définition, loi comportementale, c'est un oxymore. Par définition, la loi ne juge que des actes, pas des intentions, que je sache. Alors, affranchissez nos téléspectateurs sur ce problème qui me paraît fondamental. C'est le problème dont on débattu au XXe siècle, entre la décennie 1920 et la décennie 1930. Tous les grands juristes... je dirais, de Truchy jusqu'à Gèze, quand on lit leurs travaux de polycopiés juridiques. Est-ce que cependant ça ne s'est pas aggravé, si je puis dire, à partir des années 80-90, où désormais, le discours antiraciste, le vivre ensemble obligatoire, à tous les étages, toutes ces
toute cette idéologie que Finkielkraut avait appelée néo-marxiste, en fait, n'a-t-elle pas eu pour effet d'instaurer des lois comportementales, justement? Bien sûr, mais parce que on peut dire là aussi rétrospectivement que les premières marches avaient été franchies sans difficulté. Et au nombre des premières marches franchies sans difficulté, il y a les errements que la France a connus depuis 1945, avec ces nationalisations et en particulier cette création des organismes de sécurité sociale. Alors, nous allons en parler dans les minutes qui suivent, le problème du Code de la sécurité sociale. Mais pour en finir très provisoirement avec les lois comportementales, est-ce qu'il n'y a pas eu confusion entre la morale et le droit aussi? Parce que finalement, le jugement comportemental relève de la morale. J'avais appelé ça, dans une formule un peu polémique, le pampan-cucu citoyen. Est-ce que l'État est là pour nous dire attention? Est-ce qu'il n'a pas été instillé au niveau de l'éducation des jeunes, des enfants qui trouvent ça naturel maintenant, normal? Est-ce que, par exemple, le thème de l'égalité des chances à l'école n'est pas de cette nature aussi? Parce que finalement, pour que les chances soient vraiment égales, il faudrait que l'État entrât dans les familles, qu'il vérifie, par exemple, le niveau culturel des parents. Si les parents lisent, s'il y a des livres à la maison, et puis pour une autre famille, s'il n'y a pas de livres à la maison. Mais l'État est contradictoire, puisque par ailleurs, il finance la télévision et ses programmes abrutissants. Vous voyez? Donc là, il rentre dans les foyers. Bien sûr. Mais pour parler d'égalité des chances, encore faut-il se placer dans un contexte où l'ignorance des gens existe. Oui, absolument, oui. Ce concept d'ignorance a été long à apparaître, en particulier en France. Dans le cadre de la sécurité sociale, cette considération de l'ignorance est laissée de côté. La démarche de la sécurité sociale consiste à prendre aux uns pour aider ou donner aux autres en se servant au passage. Il n'y a aucune ignorance, il n'y a aucune incertitude, il n'y a aucune chance. Autrement dit, au milieu de la décennie 40, on a encore un État, on a des hommes de l'État qui ont la prétention de tout connaître et d'essayer de tout instituer, et progressivement, et on en arrive à ce que vous disiez, on arrive à une situation dans laquelle ces hommes de l'État, eh bien, se rendent compte qu'ils ne connaissent pas tout, qu'ils sont incertains, et en conséquence, on va faire intervenir les chances des uns et des autres, et, selon la démarche socialiste officielle depuis grosso modo le XVIIIe siècle, on va faire intervenir l'égalité. L'égalité des chances, c'est une certaine façon de gérer la connaissance dans laquelle se trouvent les hommes de l'État. Alors, vous avez parlé du Code de la sécurité sociale. Celui-ci, dans tous les codes que nous examinons ensemble, il est conséquent, il est énorme, il est important, et il vient en double du Code des assurances, lequel est distinct, que je Alors, sache. c'est ça qui est très intéressant. Le Code de la sécurité sociale et le Code des assurances ont vu le jour dans la décennie 50. 1950. Bien. Le Code de la sécurité sociale résulte des décisions Du Conseil national de la résistance. Du Conseil national de la résistance, de ce qu'on appellera aujourd'hui les partenaires sociaux, et ne concerne pas les hommes de l'État. Le Code des assurances, lui, s'inscrit, disons, dans le Code civil. Il n'est pas dans le Code civil dans la mesure où il a un objectif bien déterminé, qui est celui des assurances. Il y a le contrat. Alors, justement, le lien qui existe entre le Code civil et le Code des assurances, c'est justement le contrat. Voilà. Le contrat arrive à la fin
du Code civil et il est au départ du Code des assurances. Bon, mais si une assurance est obligatoire, par exemple, je ne sais pas, pour l'automobile, bon, on peut comprendre d'ailleurs, est-ce qu'il s'agit d'un contrat dans ce cas-là? Oui, alors justement, c'est là où il s'agit d'être précis, et c'est là où les juristes ont débattu de la question dans cette décennie 1920 sur l'obligation d'assurance automobile. Oui, par exemple. Bien. Alors, disons, le tremplin a fait que l'obligation a été attestée, a été prise comme référence, ce qui a porté un coin dans le principe du contrat d'assurance, mais il y avait quand même un contrat qui était passé entre l'automobiliste, le futur automobiliste, et puis la compagnie d'assurance. Oui. Bien. Comme disent les assureurs, il y a dans les contrats d'assurance de type le contrat simple, contrat général et le contrat on avait encore le choix sur le prix et sur la chose, c'est-à-dire la couverture. Ça reste la définition d'un contrat. Exactement. Voilà. Donc ça reste un contrat. Ça reste un contrat. Même obligatoire. Même obligatoire. Ouais, alors que dans le cadre de la sécurité sociale, le contrat n'existe pas. Bien sûr, on n'a pas signé, on n'a jamais signé. Le prélèvement qui nous sont faits sont non contractuels. Exactement. C'est pour ça que ça dérive vers le caractère d'un impôt. La CSG est entre l'impôt et la cotisation. Ouais. C'est quoi? Ce qui pose le problème des frontaliers, d'ailleurs, parce qu'il y en a qui sont exonérés de charges de sécurité sociale s'ils vont travailler à l'étranger, mais quid de la CSG? C'est un impôt. Oui, c'est un vrai problème, mais je reviens à la sémantique, au mot. La sécurité sociale, s'il y avait eu un contrat, elle aurait dû s'appeler assurance sociale. Exactement. Mais elle s'appelle parfois d'ailleurs assurance sociale, c'est ça qui est curieux. Oui, mais parce que il y a un laisser-aller dans le discours de chacun. Oui. On parlait des assurances sociales avant 1940. Justement, à la suite des décisions qui avaient été prises en 1928-1930, les gens dont la rémunération était inférieure, dont la rémunération annuelle était inférieure à un certain montant, avaient l'obligation de souscrire une assurance maladie et de souscrire une retraite. Bien. Mais pour les gens dont la rémunération était supérieure à ce montant, ils avaient la liberté de s'assurer ou de ne pas s'assurer. Bon. Le paquet cadeau était défini par assurance sociale. D'accord. Bien. Seulement, tout cela a été abandonné à partir de 1945 et transformé et transféré en organismes de sécurité sociale qui vont vous obliger, sans le dire, à avoir cette assurance vie et cette assurance retraite. Qui nous oblige à cotiser, mais pour ce qui concerne les remboursements, on voit qu'ils sont de plus en plus réduits. C'est ça. Ce qui fait qu'on a substitué un peu à la sécurité, qu'on a substitué à la sécurité sociale les mutuelles qui sont devenues obligatoires, les prévoyances qui sont devenues obligatoires et qui vont bientôt prendre en charge la quasi-totalité des remboursements, et la sécurité sociale va devenir un impôt. Oui, mais globalement, la sécurité sociale, toute forme de remboursement confondu, c'était 60-70% dans le meilleur des cas. Nous sommes d'accord. Remboursement. Bon, les mutuelles faisaient 10, 15, 20, quoi. C'est plus le complément. Bon. Autrement dit, Maximilien, vous êtes en train d'expliquer à nos téléspectateurs que maintenant, ce sont les mutuelles qui vont assurer la presque totalité de la couverture sociale. Ça en prend le chemin, oui. Et alors, à ce moment-là, ce que nous payons au titre de la CSG ou au titre de la sécurité sociale, ça va devenir un impôt, alors. Un impôt, oui, qui va permettre de financer la répartition, donc ça devient coercitif, c'est un impôt, et qui permet de ventiler toutes ces sommes, mais vers d'autres destinations que le soin. L'assurance sociale. Voilà. Mais je voudrais faire une différence que vous ne faites pas à l'instant.
c'est qu'en 1945, ce qui avait trait à la maladie, à la retraite, aux accidents du travail, faisait un paquet cadeau. Il n'y avait pas de distinction entre les différents régimes. Oui, d'accord, oui. Régime maladie. Ce n'est que par la suite, et très précisément à partir de 1968, qu'il y a eu distinction des distinction ah, oui. D'accord. avec maladie, vieillesse, accident du travail et famille. Il faudra montrer les conséquences de cela aux téléspectateurs, je pense. Alors, quelles conséquences, messieurs? La première conséquence, c'est que les taux de cotisation versés par les cotisants, entre guillemets, a doublé entre 1945 et 1968. Pendant que les prestations diminuaient. Est-ce qu'elles diminuaient? Non, elles restaient grosso modo les mêmes. Oui. Bien. Parce que le vécu de nos concitoyens, c'est quand même que quand ils vont à l'hôpital, surtout maintenant avec les mutuelles, ou à la pharmacie, eh bien, ils ne payent plus rien. Oui, tout à fait. À la pharmacie ou à l'hôpital, ils paieront la chambre, ils paieront les suppléments. Et donc, évidemment, ce vécu prêche en faveur du système de sécurité sociale. Nous sommes bien d'accord. Enfin, ils ne payent plus rien s'ils montrent leur carte mutuelle. Ah oui, bien sûr. Et s'ils sont enregistrés. Bon, je pense que ça mérite discussion. Donc, nous allons en parler dans la troisième partie, parce que je vous vois littéralement bouillonnant. Il faut bien que je défende l'assujetti. C'est bien, ça, c'est bien ce qu'on dit. L'assujetti. Mais l'assujettissement est une forme de servitude. Mais voilà, exactement. Et Friedrich von Hayek a écrit un autre livre qui s'appelle La route de la servitude. C'est comme l'usager et le client. Voilà. Eh bien, en troisième partie, on reviendra, entre autres, sur cet aspect de servitude. Alors, quand même, Jean Jolade, c'est gratuit. Ah, ça vous laisse sans voix, ça. La sécurité sociale. Dans les pièges à rac, le fromage est gratuit, je dirais. Proverbe russe. Proverbe russe. Voulez-vous, mon cher, le répéter? Il n'y a que dans les pièges à rac que le fromage est gratuit. Ah, voilà que c'est bien dit, me semble-t-il. C'est fictivement vrai, dirons-nous. La gratuité, oui. Voulez-vous réfuter cet argument? On peut le réfuter en macroéconomie, bien que vous ne soyez pas favorable à la macroéconomie, sachant que quand même 37 à 38% de la richesse nationale est absorbée par ce système. Et que c'est peut-être beaucoup. Je ne sais pas. Bien sûr, mais ce dont vous parlez à l'instant laisse de côté tout ce qui aurait pu être utilisé et n'a pas été utilisé. L'obligation faite aux gens de supporter ces oukases de sécurité sociale les a empêchés de développer d'autres formes. Leur épargne, par exemple. Par exemple. Et puisque ça n'a pas existé, il est difficile d'en parler. Mais on supprime les choix. Et le fait d'avoir des cotisations ont fait augmenter les salaires. Alors c'est là que je voulais en venir. Est-ce que ça n'a pas des conséquences sur l'emploi, justement? Ça a des conséquences sur l'emploi et sur le développement du pays. Il est évident que, surtout au niveau des petites et moyennes entreprises, le fait de ces surcoûts par rapport même aux autres pays les empêche de se développer et d'aller apporter leur concurrence à des sociétés beaucoup plus grandes. C'est pour ça que dans notre pays, on n'arrive pas à avoir des grosses entreprises. Donc, le prix à payer de cet assujettissement tient à une certaine absence d'épargne, ce à quoi on vous répondra que les Français sont de grands épargnants, puisque pratiquement on est à 15 à 17% du revenu épargné. Mais alors, vous savez aussi, que répondez-vous à cela, mon cher J'ai eu l'occasion de dire que les chiffres sur cette question sont tout à fait extravagants et il faudrait éviter de les utiliser, ça ne correspond vraiment à rien.
La seule chose qu'on peut dire, c'est que le point de départ que vous prenez est effectivement celui qu'il faut prendre. La question de l'épargne des gens, les choix d'épargne des gens, qui se trouvent être meurtris par les obligations qui leur sont faites. Et on est dans cette situation aujourd'hui. Ce qu'on pourrait établir comme comparaison, c'est l'évolution de l'épargne aujourd'hui et l'évolution de l'épargne en France, disons, dans ces décennies 1920-1940. D'accord. Et dans un cas, il y a cette obligation croissante, alors que hier, il y avait la liberté. Petite incise d'ailleurs, vous savez l'origine du premier financement de la sécurité sociale. Enfin, de ce qui ne s'appelait pas la sécurité sociale, qui s'appelait les assurances sociales à l'époque. C'était André Tardieu, ministre des Finances, puis président du Conseil, qui avait bénéficié, en termes budgétaires, d'une plus-value, on dirait une cagnotte aujourd'hui, ce qui est ridicule, liée à la dévaluation Poincaré, qui avait eu lieu en 26-28, qui avait apporté une petite cagnotte au Trésor public, et le ministre Chéron avait proclamé qu'il y avait une cagnotte. On avait appelé ça le Trésor Chéron à l'époque. Et Tardieu a eu l'intelligence de s'en servir, justement, au bénéfice des personnes dont le revenu était inférieur au seuil défini, etc., que vous aviez défini. Voilà l'origine pour la petite histoire. Mais revenons donc dans assujettissement, me disiez-vous. Oui, assujettissement, ça vient de sujet, c'est très monarchique. Nous sommes donc sujets de l'État omnipotent. D'un État pas tout à fait omnipotent. Justement, depuis 1945, il y a en fait deux États en France. Il y a un État dont on parle, avec ses hommes, et puis il y a tous les hommes des organismes de sécurité sociale. N'oublions jamais que le principe de la sécurité sociale est l'indépendance vis-à-vis des hommes de l'État. D'accord. Et le premier à avoir, modifié la situation, c'est Juppé, avec la modification de la Constitution en 1996 pour la réforme de la sécurité sociale. Exactement. Et le budget de la sécurité sociale est passé devant le Parlement et il a été voté par le Parlement au même titre que le budget général. Mais c'était donc fait rentrer dans la sphère de l'État traditionnel. Bon, mais aujourd'hui, on voit par exemple la Cour des comptes s'inquiéter des déficits ou des non-déficits, ou se réjouir de l'équilibre. Cette année, il paraît que la sécurité sociale est à l'équilibre. Équilibre dans l'exercice 2018 ou 2017. Mais est-ce qu'elle est à l'équilibre? C'est peut-être que l'équilibre dit primaire, en fait, c'est l'équilibre primaire, c'est pas sans les dettes. Sans les dettes. Enfin, officiellement, de même qu'on nous dit que la Grèce va mieux, on nous dit que la sécurité sociale va mieux. J'ai un doute. Et que vous dit Macron à ce sujet? Il vous dit qu'il ne faut pas faire de fétichisme sur ces sujets. Vous n'avez pas vu ça au mois de juillet dernier? Le fétiche en question serait quoi dans l'esprit de M. Macron? Justement, de mettre l'accent sur ces équilibres budgétaires obligatoires. Voilà. Ah oui. Donc, au fond, il est keynésien. Pour employer le terme fétichisme, on pourrait dire, puisque vous savez bien que l'or, c'est le fétichisme. Le fétichisme, c'est l'or. Cette relique barbare. Cette relique barbare. Oui, ce qui relève du fétichisme. Bon, dans l'esprit de M. Keynes. Bref, M. Macron, donc, dit que le déficit est une bonne chose et qu'il ne faut pas faire de fétichisme. Ne faisons pas de fixation sur ce fétichisme. Oui, sauf que là, de toute façon, le budget 2018 va être très difficile à boucler. Alors, ça nous éloigne de nos codes. Non, pas tant que ça. Ça nous amène au dernier code que nous avions envisagé. Allons-y. Alors, il y a le code monétaire et financier. Oui. Avec quand même l'annexe sur blanchiment des capitaux, fraude en tout genre. Bref, les hommes de l'État connaissent. Oui, mais alors, je voudrais faire une incise parce que je ne savais pas
qu'il existait en France un code monétaire et financier. Justement, j'ai appris l'existence de ce code en travaillant sur cette question de TRACFIN. Ce code monétaire et financier a été créé au départ en 1999. Et c'est une loi. C'est tout récent, finalement. C'est tout récent, et qui est donc lié à la création... Pardon de vous interrompre. Ça veut dire que la sphère monétaire et financière, jusqu'en 1999, fonctionnait sans code. D'une part... Et c'est quand même très important de comprendre ça. Ah oui, mais néanmoins, c'est ça qui est intéressant, c'est ce code monétaire et financier reprend, en particulier dans ses premiers livres, il reprend la structure française que connaissait le franc, la monnaie franc. Oui, d'accord. Jusqu'à présent, effectivement, il n'y avait pas eu de code explicite. Le code monétaire et financier commence par finalement expliquer en quoi consistait la structure du franc en France. Ouais, et au lieu d'utiliser le mot franc, on utilise le mot euro. Mais sans définir l'euro. Voilà. Alors ça, c'est l'article premier qui m'a fait se dresser les cheveux sur... Exactement. Alors ça... Article premier... L'autre article sur TRACFIN aussi. Oui, mais celui-là quand même est étonnant. La monnaie en France et l'euro. On s'attendrait à ce que l'euro soit défini. L'euro n'est pas défini. Mais pourquoi? Parce que l'euro n'est pas une réalité technique. C'est une doxa. C'est une vérité de croyance. Bien sûr, N'est-ce pas? mais pas uniquement. Pour autant que l'euro n'existe aujourd'hui qu'étant donné la Banque Centrale Européenne. Bien sûr. Or, ce code monétaire et financier est muet. Ne parle pas de la BCE. De la banque, exactement. C'est sidérant. C'est un code amputé. Absolument. Et donc, sa validité porte à soupçon, j'allais dire. Je dirais c'est un mauvais travail d'un étudiant de sciences économiques de première année. Oh, ah oui. Ce code monétaire et financier, je considère, est scandaleux. Je n'ai pas d'autres mots à dire. Et je m'étonne que les gens de la Banque Centrale Européenne n'aient pas dit un mot sur ce code monétaire et financier français. Alors, le code monétaire et financier français se rachète quand même avec l'existence de TRACFIN. Alors, oui, la République du soupçon. Voilà, exactement. C'est-à-dire nous sommes tous coupables aux yeux de l'État. On est tous coupables. Alors on a parlé du blanchiment d'argent. Il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été mises avec des obligations nouvelles pour les banques, pour les assurances, mais aussi pour les commissaires aux comptes, les experts comptables, les avocats, de dénoncer sur la base de soupçons. Auparavant, quand vous étiez commissaire aux comptes, vous alliez au procureur sur la base de faits établis. Avec des preuves, des documents, etc. Maintenant, le soupçon suffit. C'est redoutable. Le soupçon suffit et on transforme en fait toutes ces professions en délateurs. C'est pour ça que certains s'offusquaient du fait que dans les banques, on vous demandait ce que vous allez faire avec votre argent, parce qu'on vous soupçonne, quand vous retirez par exemple du liquide, on vous soupçonne d'aller blanchir cet argent ou de l'utiliser à des fins qui peuvent relever de la fraude fiscale. Mais une fois de plus, les rigueurs de la loi ne s'appliquent qu'à ceux qui la respectent. C'est-à-dire que nous allons voir les petits épargnants français déposer 3 000 € en liquide qui vient de l'héritage de la grand-mère, de la tante, etc., se voir soupçonner. Tout à fait. Tandis que les gros blanchisseurs et les grosses blanchisseries, qui sont des machines perfectionnées, évidemment, ne passeront à travers les mailles du filet. Tout à fait. Tout à fait, mais tout le monde sera soupçonné. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je peux vous dire que ça me
ça fait un choc. Ça vous déplaît souverainement de savoir que votre profession, dont vous avez à juste titre une autre idée, est en train de vous transformer en dénonciateur de police, quoi. Voilà, finalement. En auxiliaire de police. Bon, enfin, remarquez, vous savez, il y a beaucoup de professions qui sont devenues des auxiliaires de police, par exemple les journalistes. Vous voyez, Guy Debord disait il y a 30 ou 40 ans, on reconnaît un journaliste de gauche à ce qu'il dénonce. Voilà. Oui, mais eux, ils aiment ça. Ils aiment ça, mais c'est leur raison d'être. Et ces choses-là étant dites, aussi bien les lois comportementales que l'ère du soupçon, tout ceci relève de quelque chose de profondément totalitaire, messieurs. Absolument. Tout à fait. Et cette dérive du droit, alors que le droit devrait nous protéger contre ça, au contraire. Oui. Et c'est ça qui est gravissime, me semble-t-il. Je suis d'accord. Nous sommes très loin aujourd'hui des règles de droit, des règles de juste conduite, pour utiliser l'expression de Hayek. Les règles de juste conduite sont oubliées. À la place de ces règles de juste conduite, eh bien, il y a l'émergence de fausses relations des hommes de l'État sur les gens du peuple. C'est redoutable. Absolument. C'est absolument redoutable. Et je crois que fondamentalement, une des racines du populisme tient à ce que le peuple ressent cela de façon instinctive. Il comprend que le droit n'est plus le droit. Il comprend, me semble-t-il, qu'on est en train de lui faire la morale, que l'État nounou, qui dispense bien des choses par ailleurs, est en train, en contrepartie, de lui dispenser le risque de la fessée, le fameux pompon cucu citoyen. L'État va éduquer leurs enfants à leur place. Mais voilà. Madame Schiappa nous dit que pour réaliser l'égalité homme-femme, il faudra aller jusque dans les foyers. Et tout est dit. Eh bien, messieurs, cette conclusion est très provisoire sur le droit, car je crois que vous avez dit des choses fondamentales, mais ce qui me paraît le plus grave, c'est la dérive actuelle. Cette dérive que nous avons recensée à travers la sécurité sociale, les assurances, le soupçon et le comportement. Le droit n'est plus... Nous n'avons plus droit au droit. Et le droit n'est plus dans le droit. Le droit a disparu depuis la décennie 1920. J'en suis persuadé. Vous remontez très loin. J'incrimine plutôt les années 80-90, mais les choses se sont accélérées. Oui, en tout cas, nous ne sommes plus, la France n'est plus dans le droit chemin. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait. Merci Georges Delanne, merci Maximilien. Un révolutionnaire, mais il ne s'appelle pas Robespierre, il s'appelle Lambert. Merci messieurs, chers téléspectateurs, à très bientôt.